Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour l'échiquier international en direct de Al24 News. Karim Khan, le procureur principal de la Cour pénale internationale, la CPI, a affirmé que le Royaume-Uni avait menacé de couper les fonds à la Cour si celle-ci ne retire pas son mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. En raison de ce mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou, selon un rapport qui a été publié par le Guardian et qui apparemment a été relancé. Karim Khan a également affirmé que le responsable en question, qui a tenu à rester anonyme pour Karim Khan, la menace a été faite en 2024 et qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni menace carrément de quitter la CPI si celle-ci ne met pas fin justement à son mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. Tout de suite, les relents de cette affaire. Pour commencer, comme je le disais, l'affaire remonte à 2024, mais l'affaire donc aurait été quand même relancée depuis quelque temps. Le procureur principal de la Cour pénale internationale a affirmé à cet effet, et c'était une information qui a été reportée par le Guardian, qui dit que il aurait reçu des menaces, d'abord pour retirer les fonds, mais également se retirer de cette Cour pénale internationale si celle-ci, c'est-à-dire la Cour, la CPI, ne retirait pas sa plainte contre les deux malfrats sionistes, Netanyahou et son ministre Gallant. Pour en parler ce soir avec nous, Hassan Qassimi, qui est politologue expert en géopolitique, il est avec nous en direct par téléphone. Monsieur Qassimi, bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Qassimi. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Nous rejoindra dans un petit instant également donc Christophe Oberlam, chirurgien ou de la microchirurgie de la main, qui nous rejoindra de France dans un petit instant. Pour commencer, Monsieur Qassimi Hossein, aujourd'hui, que vaut d'abord ce qu'on appelle Hassan Qassimi, que vaut cette menace de la CPI, la Cour pénale internationale, contre le procureur principal qui dit qu'il faut absolument retirer cette plainte contre ces deux criminels reconnus en tant que tels du génocide, sinon des fonds seraient donc coupés. On en est arrivé quand même à des tons très durs aujourd'hui de chantage. Mais c'est plus fort que le chantage, parce que vous savez, actuellement nous pouvons dire que la justice internationale est profondément menacée par des acteurs politiques sur le plan international, des États qui sont censés depuis plus d'un siècle être les représentants des libertés, de la démocratie, de l'état de droit. Et voilà que on assiste à des attitudes qui sont non seulement préoccupantes, mais qui sont très inquiétantes. Et je le souligne, la justice internationale est menacée dans ses fondements. Alors, aller vers des exigences de vouloir annuler des mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés par le CPI et les subventions ou les financements de certains États qui seraient bien sûr mis en place dans le cas où la CPI abandonnerait ces mandats d'arrêt internationaux. Et là, ce qu'on pourrait dire, c'est que actuellement, je ne citerai pas les noms des États qui sont connus. Nous sommes acquisition internationale qui nous fait penser aux inquisitions religieuses du Moyen Âge. Et là, allô? Bien, Monsieur Qassimi, on vous entend très bien. Allô?
Vous m'écoutez? Oui, Vous parfait, on m'entendez vous bien? écoute. Oui, tout à fait, Monsieur Qassimi. Monsieur Et là, Qassimi? je vous dirais que oui, Oui, allez-y. je fais cette comparaison avec les inquisitions et les guerres religieuses du Moyen Âge pour la simple raison que ce qui se passe actuellement ressemble fort à ces inquisitions sur le plan international et dont l'objectif est d'installer un double standard en matière de justice internationale. Une justice des plus forts, une justice où les plus faibles et les moins nantis n'auraient aucune chance de bénéficier des prestations de la justice internationale. Et là, justement, tous les juristes sur le plan international, tous les hommes politiques épris de paix et de justice ont fait des appels pour sauver la Cour pénale internationale. Il y a 125 pays qui sont membres de la Cour pénale internationale et il appartient à ces 125 États de protéger la Cour pénale internationale, de protéger les 9 juges, dont le président, le procureur général, ses adjoints et les autres juges qui sont actuellement victimes de harcèlement judiciaire. Et souvenez-vous qu'il y a eu une loi dont le caractère extraterritorial qui a été voté par un certain pays représentant une grande nation occidentale et qui a mis en place actuellement une batterie de mesures devant sanctionner tous les juges, les magistrats de la Cour pénale internationale. Et ce qu'on est en train de faire subir au procureur général Karim Khan est un scandale immoral, inacceptable. Et cela, bien sûr, pose la problématique de la justice internationale qui doit être une justice pour tout le monde, bénéficiant des mêmes droits et des mêmes obligations et non pas une justice des forts, des nantis qui pourrait peut-être continuer à tuer, continuer à provoquer des génocides comme ce qui se fait actuellement à Gaza, les génocides, des crimes de guerre et bien sûr les épurations ethniques qui ont été enregistrées, documentées, inventoriées et sur lesquelles il y a actuellement des enquêtes pour impliquer internationales, pour impliquer la responsabilité des auteurs de ces crimes. Et c'est à ce niveau-là où je dois dire quelque chose qui est important, que tous ceux qui actuellement sont en train d'entraver les travaux de la Cour pénale de la justice ou de faire en sorte pour que la Cour pénale de la justice ne continue pas ses travaux et ses procédures d'enquête, cela serait considéré comme étant très bien, Monsieur Qassimi. Oui. Dans les crimes de guerre, de la complicité dans les génocides, oui. C'est dans ce cadre même que, bien sûr, le procureur principal de la Cour pénale internationale il y aurait eu des chefs d'inculpation qui ont pesé sur lui, sans vouloir les nommer, pour tenter de porter atteinte à sa réputation depuis cette affaire, justement. Comment on peut expliquer aujourd'hui que, par exemple, des procédures judiciaires puissent être, si vous voulez, entourées de ce genre de comportement et de subterfuge pour essayer d'abord de dissuader le procureur, ensuite d'attenter à son intégrité donc morale d'une part. Ce sont des pressions que l'entité sioniste utilise, et bien sûr ses alliés, sans qu'ils ne soient réellement inquiétés, alors que c'eût été l'inverse, c'est toute la communauté internationale qui se serait relevée contre ce fait. Vous savez que l'entité sioniste actuellement a monté des scénarios qui sont horribles. Contre Karim Khan, sur lequel on a monté de toutes pièces un scénario
qui ne tient pas la route et on l'accuse bien sûr d'indélicatesse sexuelle envers son assistante. Une enquête a été ouverte à ce titre et ce qui a poussé un peu Karim Khan à suspendre un peu son activité, c'est l'objectif, en attendant les résultats de l'enquête, mais c'est l'objectif recherché par Netanyahou, par Galan et par ses soutiens qui sont connus. Ces soutiens de Galan et de Netanyahou, ce sont des criminels de guerre qui seront, quelle que soit leur puissance actuellement, quelles que soient les immunités et dont ils bénéficient actuellement, croyez-moi que ces personnages-là seront tôt ou tard rattrapés par la justice internationale pour les juger, pour les condamner, pour les emprisonner. Et là, bien sûr, je reviens aux procédures qui sont lancées par certains pays pour essayer de freiner et pourquoi pas pour essayer de bloquer les procédures et enquêtes internationales concernant les génocides et les crimes de guerre et les épurations ethniques. Mais croyez-moi que j'ai entendu les déclarations du président de la Cour internationale de justice, j'ai entendu le procureur de la République Karim Khan et ses adjoints et les 9 magistrats. Ils ont le courage et la persévérance et la ténacité pour continuer et pour ne pas céder. Et il y a aussi la rapporteuse, il faut rappeler, la rapporteuse des Nations Unies sur les droits humains en Palestine. Bon, je n'ai plus son nom en tête, mais elle est célèbre. Bon, je pourrais peut-être me rappeler de son nom pour vous le donner tout à l'heure. Mais Albanesa, qui est malheureusement victime aussi de cette tyrannie de certains pays qui sont en train de lever contre elle des armées de procédures pour pouvoir un peu l'empêcher de continuer à faire ses enquêtes, de continuer bien sûr à se documenter pour pouvoir constituer des dossiers qui constitueront bien sûr des preuves à charge contre les auteurs de ces crimes de guerre et de ces génocides. Voilà à peu près, le tableau n'est pas reluisant malheureusement, parce que le droit international est battu en brèche, la justice internationale est malmenée, et ce sont bien sûr les plus grands perdants, ce sont les victimes qui risquent de ne pas avoir de soutien d'une justice internationale pour les protéger. Très bien, nous rejoint Christophe Oberlin. Christophe Oberlin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Gertal. Je rappelle que vous êtes chirurgien français dans la microchirurgie de la main. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et fervent défenseur. Vous avez pris des positions du côté donc de la lutte du peuple palestinien et de son droit justement à vivre. Christophe Oberlin, il faut dire que l'information ne date pas d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui ça revient peut-être sur les médias dans le sens, enfin parlons beaucoup en disant sur les médias, mais qui recirculent à nouveau. Pourquoi, selon vous, le Royaume-Uni, lui, qui, donc, comme d'autres pays européens, ont toujours prôné la démocratie, mais quand il s'agit, par exemple, de l'antité-sioniste, eh ben, tout cela, et tout ce qu'on nous a appris sur cette démocratie est mis de côté pour les beaux yeux, peut-être, de l'antité-sioniste. Lorsque, aujourd'hui, une instance comme la Cour pénale internationale est menacée par la personne de son procureur principal, comment faut-il faire ou en tous les cas lire ce genre de comportement? Écoutez, moi je suis un élève de maître Gilles Devers, malheureusement disparu. Que Dieu, oui, paix à son âme. Gilles Devers m'a toujours appris l'optimisme en matière de droit. Un certain nombre d'étapes ont déjà été franchies et lorsque nous avons publié notre premier petit livre sur la question juridique israélo-palestinienne en 2014, tout le monde nous disait, vous dites que vous faites des plans sur la comète, tout ce que vous dites ne se passera pas. Et c'est ce qui s'est passé, et Fatou Bensouda a ouvert l'enquête approfondie. Et puis on a republié un autre livre en 2022, et on a là aussi prévu que des mandats d'arrêt allaient être émis, et personne n'y croyait. Et Israël, eh bien, ne voulait pas être intéressé
par cette procédure et s'était contenté d'envoyer des émissaires pour faire connaître la position israélienne. Et puis maintenant, ces émissaires sont devenus des avocats et une certaine panique s'empare justement de la partie israélienne et de ceux qui la soutiennent. Autrement dit, je vois cette tentative, si cette tentative persistait du Royaume-Uni d'essayer de bloquer quelque chose, je vois ça comme une tentative pathétique. Certes, l'Union européenne a la plus grosse participation financière à la Cour pénale internationale, à l'ordre de 40%. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'Union européenne devrait peser en faveur de la Cour pénale internationale. Et si cette menace se préciserait, ce serait une véritable honte pour le Royaume-Uni. Et en ce qui me concerne, je n'y crois pas trop. Par contre, ce qui a d'importance, c'est de voir le déchaînement qui se produit, comme M. Cassimi l'a bien rappelé tout à l'heure, concernant aussi Francesca Albanese et le procureur, les juges, certains collaborateurs du bureau du procureur. Eh bien, tout ceci constitue des signes de fébrilité extrême qui montrent qu'effectivement, la Cour pénale internationale compte et qu'elle comptera de plus en plus dans le futur. Je ne crois pas du tout à un effondrement hypothétique de cette institution et Madame Akan, la présidente de la Cour pénale internationale, l'a rappelé récemment. Elle a remercié tous les pays qui apportaient le soutien très officiellement et aussi, et c'est assez significatif, les pays qui apportaient un soutien discret, tout simplement parce que nombre de pays sont menacés par la partie américaine de sanctions. Mais je pense que toutes ces attaques contribuent au contraire à renforcer la Cour pénale et ceux qui la soutiennent, c'est-à-dire la grande majorité des États du monde, 123 à ce jour. Et je sais de sources internes que les collaborateurs du procureur Khan continuent à travailler, que des mandats d'arrêt sont déjà prêts pour être émis à tout moment. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a une grande fébrilité. Alors je crois que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à craindre. Par contre, il est tout à fait anormal que parmi les pays européens, des pays comme l'Allemagne, des pays comme la France, prétendent appliquer le droit international en s'asseyant complètement sur les obligations des États parties et en particulier en installant l'impunité pour M. Netanyahou en parlant d'exonération de crimes de guerre. Enfin, c'est tout à fait anormal. Cette impunité, il faut lutter contre l'impunité, sinon il n'y a pas de limite. Parce que ce que l'on voit en ce moment se prolongera demain par l'interdiction des ONG humanitaires et toute une autre série de mesures. Donc je crois qu'il faut se tourner vers nos exécutifs pour leur imposer de rentrer dans le droit international, sinon c'est la loi de la jungle. Justement, comment vous expliquez, Christophe Oberlin, pour rester avec vous aujourd'hui, que ce sont des menaces quand même assez ouvertes? C'est très direct comme menace lorsqu'on vous dit qu'on va se retirer, on va retirer nos fonds et on va se retirer même du statut de Rome si la Cour ne met pas à exécution ces mandats d'arrêt ou en tous les cas si elle les met à exécution. On est vraiment devant une prise de position et un penchant du côté sionisme très flagrant sans la moindre, je dirais, pudeur parce que vis-à-vis de ce qu'on appelle le droit international. Comment vous expliquez le fait que ces deux personnes, donc Netanyahou et Gallant, soient tellement des personnes très importantes pour ce monde européen qui tient absolument à sauver leur tête. On a vu très peu de réactions, par exemple, lorsqu'il s'agit du président russe, qui lui aussi en cours, il est sous mandat d'arrêt, ou si vous voulez... La même chose que pour donc Netanyahou. Pourquoi il n'y a pas eu autant de réactions, par exemple, que pour Netanyahou? Pourquoi le fait que si ces deux personnes soient poursuivies serait pour certains Européens, la Grande-Bretagne en l'occurrence, une catastrophe? Écoutez, l'Europe est dans une confusion totale vis-à-vis de la question israélo-palestinienne, et en particulier avec le classement européen sur la liste des organisations terroristes. Il y a par exemple trois principaux
mouvements de libération nationale concernant la Palestine, le Fatah, le FPLP et le Hamas, les trois principaux. Eh bien, si l'on regarde ce classement sur la liste des organisations terroristes, qui est un classement politique qui n'a pas force de loi, et la seule fois d'ailleurs où ceci a été plaidé devant la Cour européenne de justice, le Hamas a été retiré de la liste des organisations terroristes, puis remis instantanément. Ça fait partie des prérogatives des États. Eh bien, si l'on regarde les différents classements de ces organisations que j'ai citées, on s'aperçoit que le Fatah, la branche militaire, est classée organisation terroriste. En ce qui concerne le FPLP, très curieusement, c'est la branche politique. En ce qui concerne le Hamas, c'est les deux. Donc, 3 mouvements de libération nationale pour un seul pays, 3 classements différents. Tout ceci est tout à fait incohérent. Ce qui est encore plus incohérent, c'est le classement du Hezbollah. Le Hezbollah libanais, eh bien, sa branche militaire est classée organisation terroriste pour l'Union européenne et sa branche politique ne l'est pas. Alors, bien entendu, on va dire, bah oui, la branche politique, eh bien, le Hezbollah libanais a des députés au Parlement libanais, il a des ministres au gouvernement libanais. Eh bien, c'est exactement la même situation que le Hamas. Le Hamas, non seulement il a des députés au Parlement palestinien, mais il a même remporté la majorité absolue aux dernières élections qui ont pu avoir lieu et qui étaient des élections parfaitement reconnues internationalement. Et il a également eu des ministres, et il a organisé par 2 fois un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, le classement au moins de la liste de la branche politique du Hamas sur la liste des organisations terroristes n'a strictement aucun sens. Donc je crois qu'il y a une énorme confusion au niveau européen, et cette confusion malheureusement va durer concernant ce listing dont je viens de parler, puisque réglementairement, eh bien, on peut classer sur la liste des organisations terroristes sur proposition d'un des États membres, et pour retirer de la liste, eh bien, il faut que l'État qui l'a fait classer le propose, et il faut en plus obtenir l'unanimité des 28 pays de l'Union européenne, ce qu'on n'obtiendra jamais. Regardez la position anglaise, vous venez d'en parler. La position espagnole qui est tout à fait à l'inverse, où aussi bien le Premier ministre que l'ensemble des ministres eh bien, ont déclaré leur soutien indéfectible au droit international et donc à la partie qui demande l'application du droit international, c'est-à-dire la Palestine. De même pour l'Irlande. Autrement dit, l'Europe est une cacophonie qui, avec ce listing des organisations terroristes, eh bien, s'est tiré une balle dans le pied et s'est rendue encore plus impuissante que jamais. Donc tout ceci, malheureusement, eh bien, contribue à la poursuite du génocide. Oui, très bien. Hassan Qassimi, alors on va revenir un petit peu sur cette affaire et surtout sur le double standard qui désormais est complètement assumé par l'Occident. Vous n'avez qu'à voir donc les procédés utilisés. Alors d'un côté, on a la reconnaissance au sein de l'ONU de l'autorité palestinienne, par exemple, et de l'autre côté, on a des arrestations parce que juste on prononce le mot Free Palestine, que ce soit de militants pro-palestiniens ou que ce soit donc d'institutions, je dirais, internationales comme la CPI aujourd'hui. Par quoi, justement, selon vous, s'explique ce paradoxe dans lequel se trouve confrontée la politique européenne lorsqu'il s'agit de la question palestinienne, Hassan Qassimi? Vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde, et si on doit prendre comme exemple l'Europe, l'Union européenne, il faudrait reconnaître que les lobbies sionistes sont très puissants, influents au sein même des institutions parlementaires européennes, aussi bien du Parlement que de la Commission. Et on a vu leur effet pervers sur un peu les décisions qui ont été prises dans le passé. Et vous avez également vu que, avec tous les crimes qui ont été commis par l'entité sioniste, par Netanyahou et ses principaux lieutenants, l'Union européenne, d'abord, n'a pas suspendu l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, n'a pas inscrit Israël sur la liste des sanctions, et Israël continue à bénéficier au sein de l'Union européenne
des privilèges, comme s'il n'y avait absolument rien eu. Or, la réalité est tout autre. Et ce qu'on peut retenir juste après ces crimes abominables et ces génocides qui ont été commis à Gaza contre les populations palestiniennes, c'est qu'il y a eu une évolution notable, remarquable, importante de l'opinion publique internationale qui s'oppose aux, bien sûr, politiques des gouvernants de l'Union européenne. Nous avons, et ce sont des événements, des évolutions qui ont eu des effets très forts, très importants sur beaucoup d'États au sein de l'Union européenne, l'Espagne, la France, d'autres pays qui ont reconnu au sein plus de 12 pays de l'Union européenne qui ont reconnu l'État palestinien. Merci beaucoup, Monsieur avec la plénitude de bien sûr, de sa souveraineté sur le territoire palestinien. Et là, notre ami avait posé le problème, un peu la problématique du terrorisme. Merci beaucoup, le terrorisme, oui, c'est... Brièvement, Monsieur Kassimi. Oui, je vous écoute. Oui, juste pour conclure, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, je vous écoute. Très bien. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux vous donner un exemple. Le cas du MAC en France, c'est une organisation terroriste qui a été classée par l'Algérie. Oui. Qui a mené des actions terroristes sur le territoire national, mais qui trouve toujours une protection de la part de l'État français qui abrite tous les éléments du MAC. Merci beaucoup, Monsieur Kassimi. Oui. Des actes subversifs, des actes hostiles à l'Algérie. Oui, merci beaucoup. Désolée si je vous ai interrompu. Le temps nous prend de court. Merci également à Christophe Oberlin pour votre participation, pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.